D'accord, merci. Donc, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je vais vous présenter une partie du travail que j'ai effectué dans le cadre de ma thèse, donc, avec Hélène Baruch, Julien Dez et AFAM sur la modélisation de la propagation des ondes dans des milieux poroélastiques conducteurs. Donc, le but, c'est d'étudier les ondes sismo-électromagnétiques qui sont en fait des ondes qui sont modélisées par la poroélasticité couplée avec l'électromagnétique, donc qui est aussi appelé le modèle de Pride. Donc, pour illustrer ce qu'on veut chercher, dans un milieu poreux, si on envoie une source sismique, mécanique, on observe un champ électromagnétique qui se déplace sur deux manières. Donc la première, c'est ce qu'on appelle l'onde cosismique. En fait, en même temps que l'onde sismique, il va y avoir un champ électrique qui va se déplacer à la même vitesse. Et deuxièmement, si on a des interfaces dans le milieu, on va avoir une onde électromagnétique convertie qui va être générée et qui va être très intéressante à étudier car elle ne sera pas forcément détectée avec juste les modèles poroélastiques. D'un point de vue numérique, il y a plusieurs difficultés, les principales étant qu'on étudie un système qui est complexe et qui est de grande taille. Donc on a beaucoup d'inconnus, ce qui fait qu'on doit choisir une méthode numérique qui n'est pas trop coûteuse, et c'est pour ça qu'on se tourne vers les méthodes HDG. Et deuxièmement, on a une différence de vitesse entre les ondes sismiques et les ondes électromagnétiques. Donc ça aussi, on doit le prendre en compte dans nos méthodes numériques. Et c'est une des raisons pour lesquelles on choisit de travailler en fréquence. Donc si on regarde d'un point de vue physique ce qui se passe dans un milieu poreux, donc le milieu poreux, ici, il est constitué d'un squelette qu'on considère élastique et de pores. Donc, dans les milieux géophysiques, dans les pores, il y a un fluide qui est polarisé. C'est-à-dire qu'il y a des ions dans le pore. Et en fait, si on zoome à l'intérieur du pore, il va y avoir ce qu'on appelle une couche biélectrique. Donc, c'est-à-dire qu'on a des ions négatifs, des charges négatives qui vont être fixes sur la surface du pore intérieur. Et il va y avoir des ions qui sont mobiles, avec plus d'ions positifs, donc mobiles. Et dans ces matériaux-là, si on envoie une onde sismique, il va y avoir un déplacement du fluide et donc les ions ils vont se déplacer. Et donc on va avoir une différence globale de charge entre les ions négatifs et positifs. Et ça va créer un champ électrique. Donc ce phénomène, on appelle ça la conversion sismoélectrique. Et à l'inverse, si on envoie une onde électromagnétique dans le matériau, les ions vont être excités. Et donc, en fait, il va y avoir un déplacement dans les pores, ce qui va créer une onde sismique. Et ça, c'est ce qu'on appelle la conversion électrosismique. Et l'ensemble de ces deux phénomènes est appelé la sismocinétique. Voilà, donc c'est un phénomène qui est assez complexe. Donc, dans un premier temps, nous avons choisi de travailler sur la propagation des ondes dans des milieux poreux sans le couplage. Donc, comme je vous ai dit, le milieu poreux il est constitué d'un squelette solide et de pores dans lesquels il y a du fluide. La propagation des ondes dans les milieux poreux élastiques a été modélisée par la théorie de Biot, qui utilise la théorie de la consolidation. C'est-à-dire qu'on va considérer que les longueurs d'onde sont très grandes par rapport à la taille des fluides. Donc, qu'on peut considérer que le milieu poroélastique est homogène. En pratique, on va considérer que dans chaque point de l'espace, il y a à la fois du fluide et du solide. Donc, que les variables fluides et solides existent partout. Au niveau des paramètres qui caractérisent ces matériaux, il y en a de trois sortes. Tout d'abord, les paramètres solides, donc la densité et le module d'élasticité. Ensuite, les paramètres fluides, donc la densité du fluide et un module d'élasticité fluide. Et en plus, on a la viscosité, qui est un phénomène qui est un paramètre qui est assez important,
car c'est la présence de viscosité du fluide qui va entraîner l'atténuation des ondes. Et troisièmement, il y a les paramètres du squelette. Donc, par exemple, la porosité qui définit la quantité de fluide en volume par rapport au volume total de notre matériau, la perméabilité, la tortuosité et des modules d'élasticité. Ce qu'il faut noter, c'est qu'ici, par exemple, la perméabilité dépend de la fréquence de manière non linéaire. Et donc, quand on veut travailler dans le domaine temporel, ça peut poser des problèmes. Donc, c'est une deuxième raison pour laquelle on choisit de travailler dans le domaine harmonique. Donc, la propagation des ondes, elle va être caractérisée par 4 variables, 2 vitesses, la vitesse solide et la vitesse fluide, et 2 contraintes, donc la contrainte solide et la contrainte fluide, qui est en fait la pression dans les pores. Dans les milieux poroélastiques, 3 types d'ondes se propagent. Donc, comme dans des milieux élastiques, on a une onde de cisaillement S et une onde de compression P. Et en plus de ça, on observe qu'il y a une troisième onde qui est aussi une onde de compression et qui se déplace à une vitesse plus lente que l'onde P et qui est due à la présence des pores. Et on l'appelle l'onde B pour l'onde de Biot. Ici, je vous présente les équations poroélastiques dans le domaine harmonique, donc en fonction des 4 variables que je vous ai présentées et en fonction de paramètres poroélastiques. Donc, il faut noter que à partir des paramètres d'entrée, donc des paramètres physiques, on introduit des nouveaux paramètres poroélastiques qui peuvent être complexes et dépendants de la fréquence. Pour pouvoir résoudre ces équations, on a décidé donc d'utiliser une méthode HDG. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la méthode parce que Nathan en a déjà parlé avant. Donc rapidement, on va écrire une formulation variationnelle sur chaque élément pour pouvoir construire un problème local sur chaque élément qu'on va relier en utilisant des conditions de transmission entre les éléments. Et ensuite, avec ça, on va construire un système global qui va être seulement sur les degrés de liberté sur les faces du maillage. Et on va devoir résoudre ce système. Donc, l'étape 3, c'est l'étape qui est la plus bloquante, car les autres étapes, on peut les faire élément par élément. Et comme on a un système d'équations qui est assez important, le système linéaire va être gros. Donc, quand on utilise un solveur linéaire direct, ça peut être bloquant. Et enfin, la quatrième étape, on peut reconstruire la solution une fois qu'on a la solution du système global sur chaque élément. Pour pouvoir valider l'implémentation de notre méthode HDG, nous avons développé des solutions analytiques, donc notamment dans des géométries circulaires. Pour cela, nous avons exprimé les variables poroélastiques en termes de potentiel. Donc ici, on a 3 potentiels qui correspondent aux 3 ondes poroélastiques. Et les potentiels sont solutions de l'équation d'Helmholtz. Ensuite, en fonction de la géométrie qu'on étudie, les potentiels vont pouvoir être exprimés en fonction d'une série de fonctions de Bessel ou de Hankel. Donc ici, pour illustrer, on étudie la diffraction d'une onde plane sur un obstacle circulaire impénétrable. Et dans ce cas-là, les potentiels peuvent être exprimés en fonction de Hankel du premier ordre. Donc, en utilisant ça, on peut trouver une solution analytique de référence qu'on a pu comparer avec la solution numérique pour pouvoir valider notre implémentation. Ensuite, en utilisant ces solutions analytiques, on a pu montrer que notre méthode HDG est d'ordre optimal pour le HDG, donc en P+1. Ensuite, pour pouvoir
étendre notre étude à des milieux infinis, on s'est intéressé à des méthodes pour tronquer le domaine. Donc, on a utilisé deux façons de faire. La première, c'est qu'on a appliqué les PML, donc des couches parfaitement adaptées dans notre équation. La méthode des PML en domaine fréquentiel n'est pas très compliquée à implémenter. Donc, on a juste implémenté ça sur nos équations. Et deuxièmement, nous avons étudié des conditions absorbantes. Donc, en poroélasticité, il n'y a pas vraiment de conditions absorbantes qui sont connues. Donc, ici, nous proposons une nouvelle condition de radiation à l'ordre 1 pour notre équation poroélastique. Ici, j'illustre les deux façons de traiter les conditions de bord. Donc ici, avec des conditions absorbantes et à droite avec des PML. Donc on voit que dans ce cas-là, les deux méthodes absorbent bien les réflexions sur les bords du domaine. Ensuite, comme on travaille à une fréquence donnée, on voulait être sûr qu'avec notre méthode, nous détectons bien les trois sortes d'ondes qui se propagent dans le milieu. Donc pour ça, nous avons utilisé une décomposition en termes de gradient et de rotationnel pour pouvoir mettre en évidence les trois ondes. Donc ici, on voit bien que l'onde P a une longueur d'onde plus grande, comme elle est plus rapide que l'onde B. Et d'autre part, on peut voir ici que le signal autour de la source est très important pour l'onde B, mais que l'onde B est très sensible à l'atténuation et à la viscosité du milieu. Enfin, nous avons donc étendu notre méthode HDG en 3 dimensions. Ici, il y a juste quelques résultats pour valider notre implémentation. Donc maintenant, je vais vous parler rapidement du couplage des équations de poroélasticité avec les équations électromagnétiques. Donc, rapidement, les équations. En haut, nous avons les équations de Maxwell et en bas, les équations poroélastiques que je vous ai montrées au début. Et en rouge, on a deux termes de couplage qui sont exprimés en utilisant L, qui est un tenseur de couplage électrocinétique. Donc, pour ces équations, nous avons développé une méthode HDG en utilisant le modèle complet des équations. Et nous avons fait les mêmes études que pour la poroélasticité, donc en développant des solutions analytiques et en étendant l'étude en utilisant les conditions absorbantes. Ensuite, le but, c'est de pouvoir comparer nos résultats avec des expériences qui sont faites en laboratoire. Donc, ici, je vais vous montrer une petite illustration. Donc, c'est une expérience qui est faite en utilisant un bac de sable avec ici une source qui envoie une onde sismique. Et au-dessus du bac, il y a des capteurs qui peuvent capter le déplacement ou le champ électrique. Donc, pour pouvoir faire nos comparaisons, on est repassé dans le domaine temporel en utilisant une transformée de Fourier inverse. Donc, au niveau des résultats, ici, c'est un milieu qui est homogène. Donc, pour les résultats, on peut comparer le déplacement qui est obtenu en utilisant l'expérience en laboratoire avec notre code. Donc, on voit que les résultats sont assez satisfaisants car on a des choses qui sont proches. Ce sont des résultats préliminaires car nous sommes en train d'essayer d'affiner les comparaisons en comparant notamment les amplitudes des ondes. La deuxième expérience qu'on étudie, c'est un bac de sable avec ici une interface. Donc, c'est en fait pour pouvoir mettre en évidence l'onde convertie. Donc, au niveau des résultats qu'on a avec le code, donc en haut, c'est le déplacement. Donc, on voit bien le déplacement qui se propage à la même vitesse dans le sable avec les réflexions qui sont dues à l'interface ici.
Et si on regarde la figure d'en bas, c'est le champ électrique. Donc ici, sur cette figure, on voit que le champ électrique se propage à la même vitesse que le déplacement. Donc ça, c'est l'onde convertie qu'on arrive vraiment à bien détecter avec la méthode. Par contre, nous n'arrivons pas, avec le champ électrique, à détecter l'onde convertie aux interfaces. Mais nous avons observé que, avec notre code, nous pouvons trouver cette onde électromagnétique. Donc, c'est ce qu'on voit ici, qui se propage aux interfaces, mais sur le champ magnétique. Et on est en train d'étudier pourquoi on ne le voit pas sur le champ électrique. Voilà. Donc, pour conclure, nous avons implémenté une méthode HDG pour la proélasticité et pour le modèle de Pride. Nous avons validé le code avec des solutions analytiques et nous avons étendu notre méthode au 3D. Et nous avons aussi développé des conditions de bord et appliqué la méthode des PML à notre équation. Et donc, pour la suite, on est en train, comme je vous ai dit, d'essayer de comparer nos résultats des simulations avec les expériences en laboratoire et essayer de comprendre comment on pourrait obtenir l'onde convertie. Voilà, merci pour. Je vous remercie.